Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes et bonsoir, belle équipe. Bonsoir Elisabeth. L'actualité, c'est du pain et des jeux, selon l'expression de la Rome antique. Autrement dit, des emplois, 22 000, des parcs de loisirs géants en Ile-de-France et le tout financé par l'Arabie Saoudite à hauteur de 6 milliards d'euros. Annonce faite avant-hier par un Emmanuel Macron euphorique lors de la visite du prince héritier Mohamed Ben Salman, prince héritier saoudien, à Paris. Les élus de la région de l'Île-de-France donc sont dans l'expectative. Un projet de cette ampleur devrait avoir des retombées positives sur l'emploi. Nous y voyons une opportunité majeure pour enfin améliorer la desserte en transport en commun de ce territoire et du département du Val d'Oise. Les méga parcs d'attractions, comme dirait Emmanuel Macron, sont-ils au cœur de la bataille des imaginaires et des récits en France? On en débattra avant de vous retrouver en fin d'émission. Xavier Mauduit et Théophile Cossin pour vos chroniques. Oui, Elisabeth, et dans le cadre des négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada, Donald Trump aurait exigé, avant de démentir, vouloir la fin des règles de protection du français au Québec. Inacceptable. Oui. Ce serait renier l'histoire. Ben justement, on va parler d'histoire. S'il vous plaît. Et vous, Théophile? Un sujet grave ce soir, Elisabeth. La Bretagne n'arrive plus à trouver d'artisans crêpiers. Il manquerait 50% de personnel dans les crêperies bretonnes. Pourquoi? Est-ce le moment de paniquer? On voit ça en fin d'émission. Paniquer, c'est bien, il garde son calme, c'est formidable. À tout à l'heure. Et pour commencer, à 5400 km de la France, sur le continent africain, en République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola est la plus meurtrière de l'histoire du pays, selon l'OMS. Plus de 2600 morts en 3 mois. Une propagation foudroyante du virus et pas de vaccin. L'infectiologue et chercheuse à l'INSERM, Marie Jaspard, est rentrée dimanche de RDC, où elle a supervisé un essai clinique destiné à protéger les contacts à haut risque sur place. Son témoignage dans un instant. Marie Jaspard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue alors que vous êtes arrivée il y a 3 jours de République démocratique du Congo. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Une question très simple. Les chiffres annoncés par l'OMS sont absolument effarants. 2600 morts en 3 mois, sans compter les morts non annoncées ou non contrôlées. Est-ce que l'épidémie est absolument hors de contrôle? Tout à fait. Elle est hors de contrôle sur le terrain, en RDC. Elle se diffuse maintenant un peu au nord-est de Bunia. Et donc, effectivement, on court un petit peu après. Et c'est très compliqué de la contrôler dans l'état actuel de la situation. On va en parler plus en détail avec vous dans un instant, après votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Marie Jaspard, vous êtes infectiologue, vous pilotez un essai clinique pour lutter contre le virus Ebola. Vous revenez de République démocratique du Congo où l'épidémie a déjà fait plus de 2600 morts. Pourquoi se diffuse-t-elle aussi vite? Est-elle hors de contrôle? Quelles mesures doivent être prises? Pour répondre à ces questions, vous avez le profil idéal. Le gouvernement congolais a officiellement communiqué sur la propagation du virus Ebola et de son variant Bundibugyo le 15 mai dernier. En 3 mois et demi, l'épidémie a fait plus de victimes que celle de 2018-2020 qui était jusqu'alors considérée comme la plus meurtrière en RDC. Il y a 5 jours, le coordinateur principal de l'ONU évoquait même une croissance exponentielle et sa déclaration n'incitait pas vraiment à l'optimisme. The epidemic is spreading widely. It's now covering an area that is bigger than France. And the outbreak is faster than our response. La bataille contre cette maladie est rendue encore plus compliquée par le contexte politique et sociétal. Dans l'est du pays, des batailles opposent milices locales et groupes armés. De plus, une partie de la population souhaite enterrer ses morts de manière rituelle. Elle s'oppose donc aux volontaires de la Croix-Rouge qui prennent des mesures de sécurité en recouvrant les corps de chlore avant de les emballer dans des sacs mortuaires. C'est la sécurité. Parce que nous avons une sécurité qu'on a quoi et plus facile les jours. Tout à fait à côté on a maintenant si on allait les malades. Mais avant quand même les malades. Le 20 août dernier, 70 000 vaccins ont été livrés. S'ils sont efficaces contre la souche Zaïre, personne ne sait encore s'ils protègent contre le variant Bundibugyo. Dans ces conditions désespérantes, le pape Léon XIV en a même appelé à Dieu ce dimanche. De votre côté, Marie Jaspard, vous considérez que, s'il n'y a pas encore de vaccin contre ce variant, la recherche est extrêmement active. Marie Jaspard, il y a des années que vous vous intéressez à Ebola, parce qu'en 2014, lors de la première grande épidémie, vous êtes allée en RDC et en Angola et vous dites à l'époque on ne connaissait rien.
Vous aviez d'ailleurs assisté à des scènes insoutenables d'enfants sacrifiés ou de petits-enfants qui mouraient dans des conditions horribles. Alors, Est-ce qu'on connaît plus maintenant? Non, on connaît pas beaucoup plus, surtout sur cette espèce-là. C'est vraiment le piège dans lequel on est tous tombés. On connaissait bien Ebola Zaïre avec le temps. Depuis 2014-2016, effectivement, l'épidémie d'Afrique de l'Ouest, Guinée, Libéria, Sierra Leone, on avait appris des choses sur l'espèce Zaïre. Mais là, malheureusement, c'est une autre espèce. Donc ça, c'était vraiment la très mauvaise nouvelle. On était tous préparés pour Zaïre et puis on a eu autre chose. Ça nous a vraiment mis un coup, si je puis dire, nous, les cliniciens, les médecins et les chercheurs. Ceci dit, on avait appris beaucoup de choses sur la recherche dans ce contexte-là et sur la réponse dans ce contexte-là. Et tout ça, on a pu le mettre en œuvre sur cette épidémie-là. Et notamment, la prise en charge des patients est bien meilleure, d'une qualité vraiment très bonne en fait. J'ai été impressionnée moi en RDC là, quand j'étais la semaine dernière. J'ai passé une semaine. Oui, la qualité des soins prodigués aux patients, aux gens qui sont malades, c'est extraordinaire. C'est vraiment un niveau très élevé. Et puis la recherche aussi. La recherche, on a beaucoup amélioré notre qualité de recherche. Comment on attrape le virus? Vous pouvez le rappeler? Oui, pour alors ceux qui l'auraient oublié ou... Oui, alors c'est des contacts. Donc ça, on est très loin les uns les autres, peut-être sur notre table. C'est des contacts directs. En fait, avec tous les fluides corporels. Donc fluides corporels, ça veut dire les fluides sueur, postillons. Exactement, y compris les fluides qui sont relativement faciles à s'échanger. Évidemment, la diarrhée, les vomissements, les saignements, c'est plus compliqué dans un espace éloigné. Mais effectivement, la sueur, si vous touchez la main de quelqu'un qui a de la sueur sur la main et que vous la mettez après dans votre bouche, là, vous pouvez être contaminé. Oui. Et juste avant la question de Benjamin, quels sont les symptômes? Et est-ce qu'il y a des symptômes qui peuvent être confondus avec d'autres infections, ou des infections banales, bénignes? Oui. Alors, c'est tout l'enjeu de toutes ces maladies virales, c'est que tous les virus se ressemblent au début. Après, ça diverge. Mais au début, c'est toujours pareil. C'est de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête, une fatigue. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Et puis surtout, au Congo ou en Afrique en général, ça se mélange, ça se confond souvent avec le paludisme. D'accord. Et les soignants arrivent à se protéger vous-même? Comment ça se passe concrètement? C'est la question qu'on se pose naturellement. Alors moi, sur cette épidémie-là, je ne suis pas rentrée dans les centres de prise en charge. Celle de 2018, j'étais rentrée, et puis 2014, j'étais rentrée aussi. Donc là, j'étais soignante. Là, je suis chercheur, donc j'ai un peu ma deuxième casquette. Donc là, je ne suis pas rentrée dedans, mais les gens qui rentrent dedans, c'est comme sur vos images, ils portent cet équipement assez pénible à porter, il faut bien se le dire, avec énormément d'épaisseur, donc une combinaison, un tablier, un chapeau. Enfin, il y a beaucoup de procédés très compliqués pour l'habillage et pour le déshabillage, pour protéger les gens. Et avec cette protection, on est protégé. Je dirais que le danger, c'est quand on n'est pas habillé comme ça. C'est dans la communauté, c'est que vous êtes à l'extérieur du centre de traitement et que là, il y a d'autres personnes qui sont symptomatiques qui ne vous l'ont pas forcément dit. Et donc, qui ne le savent pas. Ou qui ne le savent pas, exactement. Et donc, dans ce cas-là, la protection, c'est la vigilance extrême en permanence. C'est-à-dire qu'on a les mains dans les poches. Ah oui. On touche personne. C'est des missions où on touche personne. On s'embrasse pas, on se serre pas la main, rien. On se fait des checks avec les coudes uniquement. Et parce que si la personne en face de vous était infectée, était potentiellement contagieux, vous n'avez pas l'intention de le toucher. Si vous faites ça avec le coude, vous êtes tranquille. Si vous le touchez avec la main, vous lavez la main, il n'y a plus de virus. Et surtout, il y a vraiment cette habitude de faire attention à ses mains. Et tout ça parce que le taux de létalité, enfin de mortalité, est quasiment égal à 50%. C'est difficile à dire très, sur le très Bundi élevé, Bugyo. semble-t-il, enfin, d'après ce que dit l'OMS. Voilà, sur le Zaïre, on sait que sans intervention, c'est 60-70%, donc c'est énorme. Oui. Sur le Bundi Bugyo, on ne sait pas encore très bien, parce que là, dans l'épidémie actuelle, les chiffres sont tellement incertains qu'on n'a ni le numérateur ni le dominateur, donc la mortalité, c'est très compliqué à calculer. Là, actuellement, c'est autour de 40-50, effectivement, mais je vous rappelle qu'au tout début, on était à 20, et puis maintenant à 50, donc ça dépend de combien de personnes on trouve, d'énormément de critères épidémiologiques qu'on ne maîtrise pas encore bien. Alors, vous avez peut-être assisté à ça, on va en parler avec vous et avec Anna, il y a des attaques de plus en plus fréquentes contre les humanitaires. Oui, 6 humanitaires de la Croix-Rouge ont été blessés la semaine dernière dans l'est et le nord-est du pays. 2 zones qui sont particulièrement instables, notamment à cause des conflits qui opposent les forces armées congolaises et les rebelles du M23. Plusieurs ambulances ont aussi été caillassées, vandalisées, du matériel détruit. L'OMS faisait état à la mi-août de 12 centres de santé attaqués en RDC depuis le début de l'épidémie, au mois de mai, ce qui complique indéniablement le travail des soignants. Et hier, le directeur régional de l'OMS en Afrique, le docteur Janabi, a donc appelé à une trêve humanitaire de 6 mois pour permettre aux équipes médicales d'atteindre les populations qui restent encore hors de leur portée. Alors vous y étiez, est-ce que vous avez ressenti ce climat de tension et comment ça impacte concrètement le travail des soignants sur place ? Alors moi, je suis restée à Bunia, donc dans la ville de Bunia, et là, j'ai pas du tout ressenti cette insécurité. Je sais qu'elle est surtout à l'extérieur de la ville, avec des groupes rebelles. Alors en Ituri, c'est plutôt les ADF que le M23, mais bon, c'est quand même globalement la même chose. Donc lors de cette mission la semaine dernière, je l'ai pas ressenti. Par contre, quand j'étais là-bas en 2018, ils avaient brûlé, des gens avaient brûlé notre centre de prise en charge, donc littéralement était parti en feu. Donc on sait, c'est très compliqué. Il y a les groupes rebelles.
il y a l'armée congolaise, et puis après, il y a les gens qui ont peur. Et la population qui a peur, et une population qui a peur et qui peut faire des actes irrationnels. Oui, tout à fait, quitte à abîmer leurs propres outils, parce qu'on est là pour les aider, mais on ne peut pas leur en vouloir. Ils sont dans une zone vraiment sacrifiée depuis des années par la guerre, par les épidémies, par les chercheurs d'or, par tous les intérêts internationaux qui vont aussi interagir dans cette zone-là. C'est vraiment une zone très compliquée pour la population, donc ils peuvent être franchement très fâchés et on peut le comprendre. Sur les moyens mis en œuvre, est-ce que vous ressentez l'impact du démantèlement de l'USAID, de ce programme d'aide décidé par Donald Trump? Est-ce que vous l'avez vécu, vous, dans les faits, ou l'avez constaté? C'est difficile. Honnêtement, c'est très difficile à dire. Alors, je sais que je devrais dire oui, c'est la catastrophe, mais honnêtement, c'est difficile à dire parce que d'abord, moi, j'ai des financements européens. Votre honnêteté vous honore. Oui. De toute façon, déjà. Bon, en tout cas, les financements européens, eux, sont toujours là. On est très soutenus par l'Europe pour les projets de recherche. Donc moi, j'ai vraiment pas de problème de financement pour mon projet de recherche. Pour la prise en charge sur place, les collègues disent que oui, disent que ça se sent. Mais sur la prise en charge vraiment des patients. Ceci dit, arrivant à Bunia, il y a énormément de drapeaux américains, il y a énormément de voitures américaines, il y a énormément d'aides américaines qui circulent. Et c'est quoi? C'est des humanitaires, des soignants? Oui, c'est des soignants. L'aide américaine est toujours là. Elle est juste qu'elle est probable, de ce que je comprends, elle est plus multilatérale, elle est bilatérale. Donc, entre le Congo et les États-Unis, pas via l'OMS, pas via les grandes organisations, mais vraiment bilatérale. Marie Jaspard, votre projet, c'était superviser un essai EBO-PEP. C'est quoi cet essai? Donc c'est un essai clinique pour tenter de pallier l'absence de vaccins ou le manque de vaccins? Donc PEP, ça veut dire prophylaxie post-exposition en anglais. Et donc ça veut dire qu'on s'expose donc à un cas à source, et donc on a un risque d'être malade, et donc nous on intervient à ce moment-là. C'est-à-dire que vous avez juste été exposé, vous avez pas réussi à vous protéger pour une raison ou pour une autre, et donc nous on intervient à ce moment-là pour vous donner un traitement. Alors on l'a pas, le traitement on l'évalue, on n'est pas encore sûr qu'il fonctionne. Donc c'est un médicament qu'on évalue contre un médicament qui est le placebo, donc on va essayer de voir la comparaison entre les deux, et pour voir si les gens qui ont été en contact très rapproché comme ça, donc c'est dans les enterrements sécurisés que vous voyez ici, c'est dans les soins aux patients, c'est dans les soins d'une maman à son enfant, c'est des choses vraiment très rapprochées, si notre médicament permet que ces gens-là ne soient pas infectés du tout. D'accord. Vous étiez à Bunia, c'est dans la province d'Ituri, c'est ça, c'est à l'est. C'est pas loin, mais c'est relativement éloigné de Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe si le virus arrive à Kinshasa, 21 millions d'habitants? Alors ça, je pense que c'est c'est la hantise. La hantise. C'est la hantise de tout le monde. Bien plus qu'il n'arrive à Paris ou à Mayotte. D'ailleurs, c'est vraiment Kinshasa, notre sujet. Je suis passée à Kinshasa, il est vrai qu'il y a vraiment du monde à Kinshasa. C'est un environnement qui est très propice à la diffusion de ce genre de virus, donc ce serait la catastrophe. Il y a le fleuve qui fait tout le trajet, donc les autorités congolaises s'inquiètent du fleuve, et donc essayent de faire attention à ce que les gens qui prennent des bateaux n'arrivent pas à Kinshasa malades. Les avions, ça se passe plutôt bien, parce que la ligne est arrêtée. Il ne reste que les vols des Nations Unies que moi j'ai pris, et dans ce vol-là, des Nations Unies, il y a un contrôle sanitaire toutes les 15 secondes. J'exagère un peu, mais c'est pas loin. Une dernière question. Des gens peuvent survivre, on peut survivre au virus? Oui, bien sûr. Tout à fait. Sans séquelles cognitives ou physiques? Oui, on peut survivre. Et alors, ça dépend beaucoup de nous, les médecins. C'est-à-dire que si on donne des soins de support appropriés et de grande qualité, les gens survivent très bien. En Europe, en 2014-2016, il y avait beaucoup de cas. Et pourtant, en Europe, il y avait 18% de mortalité uniquement, alors que 60-70% sur le terrain. Merci pour cette lueur d'espoir. Merci Marie Jaspard, infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine de Paris. Merci d'être venue témoigner sur cette épidémie d'Ebola en RDC. Et on va passer à notre débat, à tout autre sujet. L'annonce lundi dernier, il y a 3 jours, par l'Élysée, il y a 2 jours, de la création de 3 parcs d'attractions, méga parcs d'attractions en Île-de-France, financés par l'Arabie Saoudite, dédiés au manga japonais sur le site de Mirapolis, le royaume déchu de Gargantua. Rabelais prend symboliquement un coup de pied au cul, et la culture française avec d'ailleurs. Est-ce la victoire du soft power saoudien, de la mondialisation, d'une France transformée en parc d'attractions géant, ou une aubaine avec des milliers d'emplois à la clé? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. En avril dernier, en visite à Tokyo, Emmanuel Macron avait surpris avec ce geste, le Kamehameha de Dragon Ball. Une passion présidentielle pour la bande dessinée japonaise qui se confirme et se partage. Vous connaissez mon intérêt pour les mangas. Avec l'Arabie Saoudite, nous faisons une annonce sans précédent. Du jamais vu depuis Disneyland Paris. Une nouvelle destination mondiale, ici en France. Emmanuel Macron et le prince saoudien Mohammed Ben Salman ont dévoilé lundi à l'Élysée un projet qualifié d'hors norme. 3 parcs d'attractions consacrés notamment à l'univers des mangas verront le jour près de Paris avec 22 000 emplois annoncés à la clé. Le projet sera financé à hauteur de 6 milliards d'euros par l'Arabie Saoudite qui pilote déjà un méga projet de parc d'attractions près de Riyad.
Le chantier français sera lui lancé sur la commune de Courdimanche dans le Val d'Oise, sur ce site où se trouvent les vestiges de Mirapolis. Mirapolis a été le tout premier grand parc à thème tricolore. Oh, c'était super! Inauguré en 1987, il explorait le patrimoine littéraire français. Mais 4 ans plus tard, le parc, symbolisé par sa statue de Gargantua, a croulé sous les dettes. Remplacer ce géant issu de la littérature française par un parc dédié au manga japonais et financé par l'Arabie Saoudite, le projet divise. C'est même une hérésie, selon le président du Puy du Fou, parc à thème axé sur l'histoire de France. Plutôt que d'aller chercher une licence japonaise, cherchons dans les souvenirs de Victor Hugo ou de Saint-Exupéry, ou dans toute l'histoire de France, un imaginaire qui peut être mis en scène de manière merveilleuse. Alors entre les mangas et Victor Hugo, faut-il vraiment choisir? Le projet saoudien représente-t-il un sacrilège ou une chance? Quelle est la part des parcs à thème dans l'attractivité de la France? Nos 3 invités pour ce débat, Alix Merle, bonsoir. Bonsoir. Analyste économique chez Xerfi, spécialisée dans l'analyse des marchés du tourisme et des loisirs. Selon vous, les parcs d'attractions contribuent au rayonnement des territoires. C'est une logique vertueuse. L'activité du parc profite aux autres sites touristiques. Le projet saoudien est plutôt, a priori, une bonne nouvelle. À côté de vous, Stéphane Durand, bonsoir. Consultant en tourisme et loisirs chez Voltaire Expert, un cabinet de conseil où vous accompagnez les collectivités et les entreprises dans leurs projets. Et selon vous, le projet saoudien cristallise les oppositions, d'autant qu'il n'y a pas eu de véritable projet concurrent en France depuis 30 ans. Et vous ajoutez, s'il voit le jour, cela aura un impact forcément sur les autres parcs d'attractions environnants. Et à côté de vous, Rémi Knafou, bonsoir. Géographe, professeur émérite à l'Université Paris 1. Vous êtes l'auteur d'un essai Hypertourisme, le tourisme à l'épreuve de sa démesure. Et vous estimez que ce projet de parc d'attractions est diablement 20e siècle, anachronique en quelque sorte, qu'il ruine l'objectif de faire de la France la première destination de tourisme durable. Par ailleurs, vous ajoutez, on est véritablement dans le fait du prince au sens littéral du terme. Et on va démarrer le débat avec le héros, le super-héros du jour. Bah oui, Dragon Ball, hein, ce héros de manga japonais certainement le plus connu au monde. Un personnage créé sous le feutre du japonais Akira Toriyama il y a plus de 40 ans, très populaire en France et qui devrait donc être au cœur de l'un des parcs d'attractions financés par l'Arabie Saoudite et annoncé par Emmanuel Macron. Un protocole d'accord a été signé, mais les contours restent flous. Est-ce que pour autant, Alix Merle, vous partagez l'enthousiasme exprimé par le chef de l'État ? Oui, le marché des parcs de loisirs est très dynamique ces dernières années. Il est en expansion, que ce soit en nombre de visiteurs, en panier moyen par visiteur. Donc, a priori, on peut imaginer que dans les prochaines années, ce dynamisme va se poursuivre et qu'il y a de la place pour un autre parc en France. Là, c'est 3 parcs, hein, c'est ça, c'est géant, hein, c'est 3 parcs. Anachronique, Rémi Knafou, complètement 20e siècle pour des raisons quoi, écologiques, de durabilité, de tourisme, d'émissions de gaz à effet de serre Oui, pour toutes ces raisons-là, effectivement, puisque c'est un projet qui est en porte-à-faux par rapport à ce qu'était la nouvelle politique touristique de la France, à savoir promouvoir la France comme première destination de tourisme durable dans le monde. Tourisme durable, ça veut dire en particulier se préoccuper de l'empreinte carbone, non seulement du tourisme en général, mais de la manière dont les touristes viennent jusqu'à nous. Et donc faire appel à de plus en plus souvent une clientèle étrangère, c'est se mettre en porte-à-faux par rapport à cet objectif notamment de l'accord dit de Paris sur le climat. Alors il y a d'autres raisons qui font que je suis un peu réservé face à ce projet, même si je ne sous-estime pas l'importance économique, parce qu'il y a la clé effectivement de la richesse à créer, des emplois, tout ça n'est pas négligeable et je le prends en compte. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on rentre là dans une logique de dépendance de plus en plus forte vis-à-vis des marchés extérieurs, en particulier les marchés lointains. Stéphane Durand, encore faut-il que ce projet aille à son terme. Est-ce que vous êtes confiant en cela ? Alors là, on verra. Il se trouve que depuis 30 ans, depuis Disney, il n'y a pas eu un seul grand projet qui est sorti en France. On a les exemples d'Europa Park, d'Europa City qui avait été porté par un très grand groupe. Il y avait eu beaucoup de moyens qui avaient été mis. Il a été un groupe français ou étranger ? Français. Il a été sacrifié pour des enjeux politiques. Center Park a essayé de développer les projets. Ils n'ont pas pu les sortir non plus. Donc la règle, c'est quand même que depuis 30 ans, les grands projets comme ça ne sortent pas. Alors, principalement pour des questions réglementaire, d'urbanisme, c'est très très compliqué. La France est un pays où l'aménagement est terminé, on ne peut plus faire de greenfield, de partir sur des sites vierges. Donc effectivement, là on a l'opportunité peut-être d'être sur une friche, ce qui est
facilité réglementaire. Il va falloir évidemment une grosse volonté politique. On verra l'année prochaine ce qui va se passer. Et assurément, une fois qu'on a les effets d'annonce passés... passés... Ça prend combien d'années, là? Ça prend 3, 4, 5, 6 ans? Un chantier de parc comme ça, c'est 3 ans. L'ingénierie, le développement, etc., c'est 2-3 ans aussi. Après, le temps long, c'est les autorisations, c'est les recours, c'est toutes ces choses-là qui peuvent... Disneyland, ça a été 4 ans à peu près. Oui, c'était rapide finalement. Mais Alix Merle, ça coûte donc 6 milliards à peu près. Hein. Qu'est-ce qu'on sait de ce fonds souverain? Est-ce que c'est un fonds qui est crédible, ce fonds souverain saoudien? Qui s'appelle Qiddiya. C'est un fonds qui, il me semble, est associé qui est lié avec l'État saoudien. Donc, a priori, en termes de ressources, il n'y a pas trop de sujets. Il profite des revenus issus des hydrocarbures et du pétrole en tête. 900 milliards qui est adossé sur plus. Voilà, donc les financements, ils sont là. Il n'y a pas de sujet sur le financement. Voilà. La licence japonaise, il n'aurait pas la licence. Il y a un peu plus de questionnements sur la licence qui n'a pas été négociée ou obtenue. Mais apparemment, ils l'ont... Qiddiya est quand même la filiale du Fonds souverain d'Arabie Saoudite, le PIF, qui investit maintenant depuis 10 ans sur des diversifications économiques. Hein. Eux, ils travaillent sur le long terme, mais ils préparent l'après-pétrole. Hein. Oui. Donc, ils ont notamment considéré que le tourisme, les loisirs, la culture était un levier de développement économique avec important, avec Vision 2030. Aloula est un exemple de la coopération aussi franco-saoudienne pour développer un très gros projet de ce type-là. Donc, et par ailleurs, ils ont effectivement une stratégie de diversification et d'exportation de leur savoir-faire et de leur capacité financière, notamment si on se place sur le plan global, la France, Paris, incontournable sur la carte du monde. Alors, ces 3 parcs, oui, parce que ces 3 parcs pourraient voir le jour, on l'a dit, sur le site de l'ancien parc d'attractions Mirapolis, dans le Val d'Oise, ouvert en 1987 et fermé 4 ans plus tard seulement. Mais avec quel impact économique sur la région? Les riverains sont pour le moins sceptiques. Écoutez, Tony Claveau est le cofondateur du collectif Mirapolis aux habitants. Si on nous annonce 22 000 emplois, mais qu'il n'y a pas de garantie que déjà ça profite aux gens, aux locaux, en fait, ça ne sert à rien. Et après, c'est quel genre d'emploi? Si c'est des CDD, on utilise des étudiants, si c'est des emplois précaires, en fait, où on est surexploité comme à Disneyland, on a déjà vu les manifestations il n'y a pas longtemps. Donc en fait, l'argent c'est bien, mais en fait, l'argent ça ne peut pas acheter une identité locale, ça ne peut pas acheter un territoire et en fait, ça n'achète pas tout l'argent. Il a raison, Alix Merle, ou on fait un peu la fine bouche tout de même face au nombre d'emplois créés? Si ça avait été en Espagne, on aurait dit que l'attractivité française n'était pas au rendez-vous, par exemple. Quelle est votre position? Non, je pense que l'attractivité française est le rendez-vous. Après, c'est sûr que les emplois dans les parcs d'attractions, c'est de l'emploi saisonnier, c'est l'emploi qui peut paraître précaire. 22 000 emplois ont été annoncés par Emmanuel Macron. Si on prend Disneyland, c'est beaucoup d'intermittents aussi. Après, aussi, le chiffre de 22 000 paraît quand même élevé. Ah bon? Disneyland, c'est 18 000 emplois, sachant que c'est 18 000, mais avec 80 hectares de parcs d'attractions, 200 hectares si on rajoute les hôtels et le golf. Ça crée des emplois dans toute la communauté et dans tout... Alors, ça crée des emplois, oui, parce que forcément, il faut faire travailler des gens sur place, notamment dans la restauration, dans les hôtels, etc. Après, les intermittents, ils peuvent venir peut-être de Paris, peut-être un peu plus loin. Par contre, ça crée de l'emploi indirect dans le sens où ces gens qui travaillent dans le parc, ils ont besoin d'être logés, ils ont besoin d'avoir une vie, de consommer, faire leurs courses, ce genre de choses. Donc ça crée aussi cet emploi indirect. Et puis ça crée aussi de l'emploi du point de vue tout ce qui est entretien-maintenance des équipements. Il faut bien que des gens interviennent dans le parc. Rémi Clafou, c'est donc quand même une aubaine, non? Au moment où le chômage remonte en France, on se dit, c'est pas mal du tout. Disneyland est quand même le premier employeur en Île-de-France. Oui, alors de ce côté-là, effectivement, je vous rejoins. Il y a une dimension d'aubaine. Et d'ailleurs, c'est la manière dont je perçois le projet. Il y a une opportunité qui a été exploitée. Il y a de l'agilité dans l'exploitation de cette opportunité, mais je ne vois pas de vision. Vous l'avez rappelé à juste titre, l'Arabie Saoudite a une vision, qui s'appelle d'ailleurs 2030. Bon, c'est sa vision à elle. Elle pense à l'après-pétrole avec l'argent du pétrole. Vous voulez dire, nous n'avons pas de vision, nous, les Français? Et nous n'avons pas de vision face à ça, puisque c'était dans les propos de Nicolas de Villiers. Le patron du Puy du Fou. Effectivement, à propos, le patron du Puy du Fou. Mais c'est vrai que ce projet-là, qui met en valeur le soft power saoudien,
et qui s'appuie aussi sur le soft power japonais avec les mangas, finalement, on déroge par rapport à l'idée qu'on se fait et qui était tout à fait transpartisane de l'exception culturelle française. Là, on n'y est pas, on ne la trouve pas. Et là aussi, il y a un porte-à-faux qui me paraît évident. Et ceci relève bien de ce que j'ai appelé l'hypertourisme, c'est-à-dire le système touristique mondialisé, qui est un système extrêmement efficace dans son fonctionnement, mais qui ne se préoccupe en rien des retombées, que ce soit en termes environnementaux, ça va de soi, d'appropriation des biens publics. Il y a là un vrai problème qui est posé, et à travers le peu qu'on sait de ce projet, ce qu'on ne voit pas bien à l'heure actuelle, finalement, c'est déjà l'étude d'impact régional, parce que c'est vrai que ça va se passer à Cergy-Pontoise sur une friche, mais encore faut-il que, effectivement, loger tous ceux qui vont y venir, ceux qui vont y travailler, faire venir les touristes sur une ligne de REA qui est déjà saturée. Donc, ce que j'ai vu dans Disneyland, dans l'histoire même de Disneyland, c'est la hauteur de l'investissement de l'État pour pouvoir rendre le projet viable. Alors, vous avez parlé de Nicolas Devilliers sur la bataille des récits. Voilà ce que dit le directeur du Puy du Fou dans le Figaro. En faisant de la France sa succursale touristique, le pétrodollar saoudien n'investit pas dans un manège. Il finance un récit, une mythologie, un point de vue civilisationnel. Stéphane Durand, vous êtes d'accord avec cela ou pas ? Je crois que c'est quand même assez largement exagéré. La réalité, c'est que dans le monde, la France est connue pour l'art de vivre, le luxe et le tourisme principalement. Et donc, effectivement, on est dans une approche qui est globale. Paris est la destination la plus désirée du monde. La France, ses infrastructures, sa capacité d'accueil. Et donc, là où il y a un basculement, c'est qu'effectivement, le Puy du Fou, l'histoire, Astérix, on était dans un personnage français de bande dessinée. Mirapolis, Rabelais, Disney, c'est le système américain, la bande dessinée. Et là, on franchit un cap, on est dans l'univers des jeux vidéo. Et ça vient d'Asie, la région, la zone au monde la plus efficace économiquement. Et donc, ça traduit, je pense, ce basculement économique et culturel aussi. Et là où il y a les réserves de clientèle aussi les plus importantes. Oui. Et quand Nicolas Devilliers évoque une haine de ses propres racines, l'oïcophobie, la France cédant à l'exotisme oïcophobe, vous trouvez qu'il va trop loin, même vous, Rémi Knafou, ou pas ? Je ne reprendrai pas les mêmes termes, effectivement, mais simplement, je trouve que là aussi, il y a un décalage, une contradiction dans ce système-là. Effectivement, les étrangers qui viennent en France, c'est pour retrouver toute une série de spécificités qu'ils prêtent à la France. Le luxe, les grands paysages, la gastronomie, etc. Là, on est dans autre chose. C'est une autre manière de s'insérer dans la mondialisation qui nous est proposée et qui est une manière quand même plutôt subie que choisie. Et si je fais une référence avec Disneyland, lorsque Disneyland a ouvert, les usines Renault de Boulogne-Billancourt venaient juste de fermer. Et c'était un passage de témoin. Aujourd'hui, on se lamente beaucoup sur le reflux de l'industrialisation française. C'est ce passage de témoin à l'économie des services. Et là, on franchit une étape de plus. En même temps, il y a 150 parcs d'attractions à peu près en France. C'est-à-dire qu'il y a un marché. Donc ça veut dire que ça plaît aux gens. Mais qu'est-ce qui leur plaît concrètement? C'est d'être en famille? C'est devenu un loisir à part entière? Ce qui leur plaît, c'est que voilà, les dépenses de loisirs sont devenues une priorité pour les ménages, quitte à arbitrer en fait sur d'autres dépenses, notamment les biens de consommation, l'aménagement du logement, ce genre de choses. Voire parfois sur l'alimentaire. Enfin, on cherche, notamment depuis le Covid, en fait, on a passé 1 an, 2 ans enfermés, à enchaîner les confinements. Donc depuis, on essaye de vivre des expériences et on voit que depuis 2019, voilà, le nombre de visiteurs dans les parcs, les 20 principaux parcs a augmenté de 19%, alors que c'était des chiffres qui étaient plutôt, qui progressaient un peu, mais qui étaient assez stables finalement. Il y a un avant-après, là. Il y a un vrai avant-après. Et sur les parcs d'attractions, je pense que, oui, alors certes, il y a un rayonnement de la France sur sa culture, etc. Mais quand nous, les Français, on va dans un parc d'attractions à l'étranger, quand on va à Europa Park, quand on va à Portaventura, c'est pas pour la culture espagnole ni pour la culture allemande. Je crois que fondamentalement, le Disneyland, ou demain ce projet peut-être, n'enlèvera rien à l'attractivité de la Provence, du Val-de-Loire, des montagnes françaises. On est sur d'autres univers, d'autres référentiels, d'autres imaginaires. Puis enfin, il ne faut pas oublier, on parle beaucoup
d'international. Disney, c'est le plus gros, c'est 45% de clientèle française, c'est 55% de clientèle internationale, mais essentiellement européenne, à la part du grand international et minoritaire. Et en fait, on vient avant tout en France, à Paris. Et parfois, à cette occasion-là, on va chez Disney, mais c'est pas l'inverse. Il y a peut-être au contraire aussi des gens qui vont à Disney. Ouais, et qui vont pas à Paris. C'est très minoritaire. C'est plus minoritaire. On va évoquer avec vous trois la France qui exporte des parcs, ses parcs à l'étranger. Tout n'est pas négatif. Exactement. Le Puy du Fou, qui fort de son succès, a réussi le pari de s'implanter en Espagne, à Tolède, tout près de Madrid, en 2021. L'idée, c'était d'adapter le concept vendéen aux spécificités de l'Espagne. Donc, le modèle de spectacle grandiose qui retrace 1500 ans d'histoire, il reste le même. Mais les décors et les grands personnages changent. Au lieu de Jeanne d'Arc ou des mousquetaires, on rencontre plutôt le Cid ou Christophe Colomb. Et c'est un succès. Le parc a accueilli 1 700 000 visiteurs en 2025 et réalisé un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. Autre succès en Chine, cette fois à Shanghai, avec un spectacle immersif de 2 heures, spécialement pensé pour les grandes métropoles et qui plonge le public chinois dans le Shanghai des années 30. Et le Puy du Fou ne compte pas s'arrêter là, puisqu'un nouveau parc est attendu au Royaume-Uni, près d'Oxford, d'ici 2030. Et le parc Astérix devrait ouvrir une succursale en Allemagne, Anna. Oui, parce que les Allemands sont très friands des histoires d'Astérix en BD. C'est d'ailleurs le deuxième marché juste derrière la France, mais ils sont aussi très friands de parcs d'attractions, ce qui a d'ailleurs poussé la Compagnie des Alpes, qui détient le parc Astérix et le Futuroscope, entre autres, à s'implanter à Leipzig en rachetant un parc déjà existant qui va être complètement métamorphosé pour coller parfaitement à l'univers des irréductibles gaulois. Et là, l'ouverture est prévue en 2030-2031. Rémi Knafou, quand on implante un parc Astérix avec notre culture française, notre histoire française à l'étranger, finalement, c'est pas si différent de ce que fait l'Arabie Saoudite en France. Je pense que c'est quand même assez différent parce que vous l'avez noté à juste titre, il y a déjà un intérêt en Allemagne à l'endroit d'Astérix. Alors, il y a aussi un intérêt à l'évidence en France vis-à-vis de Dragon Ball, effectivement. Mais je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et l'exemple du Puy du Fou à l'étranger est intéressant parce que, de facto, ils se font dans le paysage local. Le Puy du Fou n'a pas commis l'erreur de vouloir replacer l'histoire de France en Espagne, compte tenu des rapports difficiles, notamment à l'époque napoléonienne, entre la France et l'Espagne. Sur les mangas, sur les mangas, on est quand même le deuxième pays le plus consommateur de mangas derrière le Japon. Je pense que implanter un parc sur ce thème-là en France, c'est quand même plutôt dans la bonne dynamique. C'est du chauvinisme français ou pas, de s'en émouvoir, Stéphane Durand? Moi, je ne crois pas. Ce que je pense profondément, c'est que les gens vont dans les parcs pour se faire plaisir, y compris au Puy du Fou. Donc peu importe le soft power ou l'exception culturelle française ou l'influence culturelle. En tout cas, du côté des consommateurs, on va au Puy du Fou notamment parce que c'est un moment exceptionnel, parce qu'il y a un professionnalisme, une qualité qui est absolument remarquable, qui a été d'ailleurs... Il fait les meilleurs parcs du spectacle du monde. Donc cette exclusivité-là, elle fait vivre une expérience aux familles, aux groupes d'amis qui est très particulière, très forte. On ne peut pas imaginer qu'il y ait des valeurs qui soient communiquées dans ces parcs-là à l'insu des visiteurs. Est-ce que c'est une crainte que vous avez ou pas du tout? Parce que véhiculer des valeurs, Philippe de Villiers le revendique, aussi. Créateur du Puy du Fou. Autour du roman national... Pour répondre à votre question, je ne pense pas que ce soit forcément au tourisme à inculquer des valeurs. Que le tourisme s'appuie effectivement sur un ensemble de valeurs, c'est très bien, mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop charger la barque du tourisme qui obéit à d'autres impératifs qui sont ceux de la rentabilité et du marché. Il y a un marché effectivement pour Dragon Ball et je comprends tout à fait qu'on veuille l'exploiter. C'est pour ça que ça ne me paraît pas l'argument de contestation le plus fort du projet. Je pense que là où je trouve qu'il y a un vrai problème, c'est dans la vulnérabilité ou la dépendance que cela contribue à accentuer vis-à-vis des marchés extérieurs. Parce que l'histoire récente du tourisme, en particulier du Covid, a montré notre fragilité. Et la prochaine pandémie, elle arrivera et on sait qu'elle est déjà presque programmée. Je veux dire que nous sommes les virus circulent dans les avions que nous prenons et qui sont de plus en plus nombreux. Donc on voit aussi la guerre en Iran nous montre une fragilité géopolitique qui a quand même perturbé pas mal, notamment les transports aériens dans le monde et les approvisionnements en kérosène. Donc, plus nous rentrons dans une logique de ce type, et moins nous préparons l'avenir à long terme. Encore une fois, l'essentiel des visiteurs des parcs de loisirs en France sont français ou européens. Donc, oui, je suis d'accord avec certains éléments, mais on est quand même avant tout sur un grand marché intérieur européen. La majorité des gens viennent en voiture parce que c'est en famille, ils viennent en train. L'usage de l'avion pour venir dans un parc de loisirs est
Est-ce que ça nous sectorise, ça segmente un peu? Regardez ce que dit Jérôme Fourquet, le directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Avec le parc Dragon Ball, la France accepte son destin de parc d'attractions géant du village planétaire. Voilà, on se spécialise. Mais, vous trouvez que pardon, est-ce que la création ou le développement des parcs de loisirs a enlevé la moindre usine en France? Depuis 30 ans, la France perd des usines, c'est pas à cause du tourisme. À l'inverse, on a travaillé dans plein de pays pour lesquels le tourisme, c'est une manière de faire valoir son attractivité, de faire valoir son développement économique. Donc s'il y a des industrialisations, ça peut venir compenser cette désindustrialisation. Il faut s'en féliciter. Oui, moi je pense qu'il faut s'en féliciter dans le sens où ça dynamise un territoire malgré tout. Alors, la France va pas devenir va pas devenir Orlando, quoi. On a une attractivité touristique. Pourquoi Orlando? Rappelez pourquoi parce vous évoquez que Orlando. pour le coup, c'est une ville qui est très connue à cause de la multiplicité de parcs dans cette ville. La France, c'est un territoire qui est riche sur le plan touristique parce qu'on a des paysages, parce qu'on a cet art de vivre que tous les visiteurs viennent voir. Et finalement, les parcs d'attractions, c'est plus une étape. En fait, c'est un moyen de divertissement. C'est une expérience au milieu d'autres. Mais... Ouais. Pourquoi, Rémi Clafouis, ne serait pas durable, ces parcs? Pourquoi ce ne serait pas écologiquement viable? Et peut-être qu'ils peuvent le faire bien, pas tellement les parcs que la clientèle. Or, je suis d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, à l'heure actuelle, la grande clientèle internationale est minoritaire dans une bonne partie de ces parcs. Mais là, ce projet fait clairement référence à des clientèles venues de l'extérieur et notamment d'Asie. Donc c'est là que le problème se pose effectivement. Et là, on est dans autre chose. Alors s'y ajoute aussi une autre considération qui, je pense, émeut un peu les professionnels du secteur, c'est qu'on ne sait pas si le secteur arrivera à éponger finalement toute la clientèle, tout le marché, toute l'offre qui sera mise en matière de parcs d'attractions. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, les responsables de Disneyland ou d'Astérix en Ile-de-France doivent commencer à se poser des questions. D'accord, très bien. Écoutez, ce sera sur cet inconnu, ce sera la conclusion de notre débat. On en reparlera dans 9 ans ou 8 ans quand ce parc géant ouvrira à la place de Mirapolis. Merci à tous les trois d'avoir participé au débat. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Théophile Cossa. On évoque le Premier ministre canadien qui a eu une montée de lait, comme on dit là-bas, face aux exigences de l'administration Trump qui voulait éliminer le français des étiquetages des produits américains. Et puis en Bretagne, terre de la crêpe ou de la galette de blé noir, eh bien, depuis le Moyen-Âge, la Fédération de la crêperie alerte, il n'y a plus de crêpiers. C'est bête, Suzette, comme on dit. Bon, mais d'abord, le mot vedette du jour, week-end d'intégration, une espèce d'euphémisation, l'air de rien, du mot bizutage. C'est entendu. Les week-ends d'intégration se multiplient. Week-end d'intégration. Les week-ends d'intégration sont suspendus. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. WAY, acronyme de Week-end d'intégration, est un rituel de passage vers la vie étudiante sous la forme d'un séjour hors les murs d'une école supérieure ou d'une fac, organisé pour créer rapidement de la cohésion entre les nouveaux d'une promo. Le 30 août vont démarrer les premiers WAY, charriant leur lot de cauchemars. Sommés de s'intégrer à leurs semblables et de cultiver l'esprit de corps de leur institution, les nouveaux étudiants sont fortement incités à participer à ces week-ends où ils devront, sous le saint patronage des grands et de la haute picole, avaler des océans d'humour potache et se livrer à quantité d'activités cousines du jeu du docteur, pour la cohésion. Bien que les organisateurs de WAY s'en défendent, ces séminaires ne sont pas débarrassés de leur composante bizutage, devenue délictuelle en 1997. Une enquête de l'Observatoire des VSS dans l'enseignement supérieur de 2024 montre que quasi 4 étudiants sur 10 ont été témoins ou victimes d'une forme de violence lors de ces événements. Les WAY sont un panthéon du FEDIV. Un étudiant infirmier toulousain succombe à un coma éthylique, un autre de l'EDEC s'écrabouille au pied d'une fenêtre, un groupe d'Orléanais est poursuivi pour exhibition sexuelle, un aspirant toubib en pousse un autre sur un barbecue à Poitiers, des Parisiens gravent le dos d'un camarade à la capsule de bière. Le WAY, antichambre whisky-coca entre l'adolescence et la vie de cadre, est aussi un crash course social. En un éclair, on y apprend les codes sociaux, le rapport au monde, la loyauté, on y intériorise une hiérarchie. Bref, on y bichonne l'habitus, cher à Aristote, la reproduction des élites bourdieusiennes, ou tout simplement la lutte des classes à faire.
C'est clair, merci Thimonolt. Bonsoir à nouveau Théophile et Xavier. Il y a un accessoire. C'est quoi? C'est une grosse production. Ah oui, en effet, oui. Bon, on en parle tout à l'heure. On commence avec vous, Xavier. Alors, dans sa guerre avec le Canada, guerre commerciale, Donald Trump a exigé la fin de l'étiquetage bilingue anglais-français sur les produits américains, évidemment, vendus au Canada, inadmissible selon le Premier ministre canadien. Et puis, Donald Trump est revenu sur son idée en disant « mais pas du tout, j'adore le Canada francophone ». Bon, c'est une vraie girouette. Oui, c'est vrai. Totalement. Et vous nous racontez une histoire canadienne. Exactement, Elisabeth. Parti du port de Honfleur, le français Samuel de Champlain débarque le 3 juillet 1608 sur le territoire algonquin. Il a traversé l'océan. Champlain n'est pas seul. Il a avec lui une trentaine d'hommes, des ouvriers qui sont chargés de créer un établissement français en Amérique. C'est la ville de Québec. D'accord. Et on parle français à l'époque. Oui, ces gens-là parlent français. Québec. Alors, ils parlent le français d'alors, c'est le français du début du XVIIIe siècle, un français matiné de patois normand sans doute. Et puis, la colonisation débute avec des individus qu'on connaît bien, parce que les archives ont conservé la trace de leur voyage. Ce qui permet de distinguer 3 grands groupes de colons. Vous avez des colons normands, des colons venus d'Île-de-France et puis des alentours, et des colons de Poitou et de l'Anjou. C'est-à-dire des gens qui parlent français. Français avec les dialectes, les patois qui sont associés. Ce qui est remarquable, en fait, c'est que vous avez très peu de colons venus de régions françaises avec une langue. Le breton, l'occitan, l'alsacien, le basque ou le corse. Non, c'est bien le français qu'on parle au Canada français. Mais en 1763, la France perd la guerre de 7 ans et elle perd le Canada, qui est récupéré par l'ennemi anglais. Et que devient le français? Alors là c'est pas la langue. aussi, les Britanniques n'imposent pas l'anglais. Mais là, ils n'imposent pas l'anglais parce que le français, c'est alors la langue internationale, donc les élites britanniques comprennent très bien le français. Et puis, surtout, ce serait ballot de se mettre à dos toute une population francophone, c'est la immense majorité de la population. Non, ce qui est étonnant, c'est que c'est avec la naissance des États-Unis que le français est mis en danger. La Grande-Bretagne perd ses 13 colonies d'Amérique. Celles et ceux qui, en Amérique anglophone, avaient lutté contre l'indépendance, se carapatent. Se carapatent où? La colonie britannique la plus proche, c'est-à-dire le Canada. Et donc cette migration bouleverse la démographie, change les équilibres linguistiques, et c'est ainsi que l'anglais devient la langue officielle. Et puis alors, le Québec, où on parle français, a beaucoup moins de relations avec la France. C'est vraiment un territoire qui est isolé. Donc le français qui se développe là-bas, c'est un français qui a gardé toutes ces traces, toute cette forme du XVIIIe siècle et aussi tout l'écho des patois. C'est au XIXe siècle, en fait, que le bilinguisme est reconnu au Canada, mais reconnu grâce à l'action des Québécois, des Québécoises qui sont fiers de leur français. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, la devise du Québec, c'est « Je me souviens » et nous n'avons pas oublié. Mais c'est beau comme du Georges Perec. Je me souviens. Canada. Bah oui, je me souviens. Bon, merci, Tabernac. Quel talent. Théophile, alors, pourquoi cette poêle? Parce qu'il y a un problème en Bretagne. L'heure est grave. Panique dans l'Ouest. La Bretagne, incontournable pour ses paysages, sa fraîcheur, son crachin et ses crêperies, s'inquiète de ne plus trouver assez d'artisans crêpiers. C'est la Fédération de la crêperie qui sonne le bignou. En ce moment, il manquerait en moyenne 50% de personnel dans les crêperies bretonnes. Pire, sur 10 embauches, 6 tourneraient court. Résultat, les patrons allongent leurs horaires, sont obligés parfois de se convertir à la vente à emporter et fabriquer leurs crêpes à la machine, voire même de fermer leurs établissements. Alors pourquoi ces cauchemars en crêperie? Tout simplement parce que le métier d'artisan crêpier est de moins en moins attractif. Déjà, lorsqu'on débute, c'est payé au SMIC. Il fait très très chaud derrière les billigues. Vous savez, ces gros cylindres en fonte sur lesquels on étale la pâte à crêpes. Oui, parce que je vous ai apporté la poêle d'Hervé, le rédacteur en chef. Mais ça c'est nul, ça c'est du matériel d'amateur. C'est pour faire de l'omelette. Voilà, on parle d'un sujet sérieux. Et puis il faut rester debout. Allez vite, sans parler des horaires, vous travaillez le soir, le week-end, les vacances scolaires. Depuis le Covid, le secteur de la restauration a beaucoup de mal à fidéliser les salariés. Il faut aussi se loger à côté de la crêperie. Avec le SMIC, c'est un peu compliqué. Et puis sur les quelques 5000 crêperies qu'il y a en France, 1000 sont en Bretagne. Ça rajoute de la tension. Que faire? Améliorer l'image de la profession, dit la Fédération de la crêperie, pour susciter des vocations. Parce que crêpier, ça ne s'improvise pas. Vous savez, le tour de râteau à crêpes comme ça, ou roselle en breton, c'est un métier. La Fédé voudrait qu'il soit reconnu par des diplômes de l'État type CAP, et même, pourquoi pas, qu'il y ait un titre de meilleur ouvrier de France. D'autant qu'on a ici des super formations, particulièrement en Bretagne. L'école Maître Crêpier à Rennes, l'école
international de crêpiers susciter des de vocations. Saint-Malo. Attendez, là je vous parle du Polytechnique et du Harvard, de l'artisan crêpier, la crêpe. qui attire des étudiants du monde entier, au-delà de nos frontières, Belgique, Allemagne, États-Unis et même Corée. Sauf que, problème, la grande majorité des étudiants ne veulent pas, des apprentis ne veulent pas devenir salariés. Ils aspirent tous à ouvrir leur crêperie. Et pourquoi pas à l'étranger. On ne compte plus le nombre d'aventures entrepreneuriales de Bretons, et pas que, qui exportent leur bilig partout dans le monde, Mexique, Australie, Venezuela, Japon, c'est là-bas qu'a commencé la chaîne Brest Café, vous savez, qu'on voit maintenant beaucoup en France. Et on peut comprendre que ce soit tentant. À Aspen, le Courchevel des États-Unis, une Française a fait comme ça fortune en ouvrant sa crêperie. Sa spécialité, la crêpe au caviar qu'elle vend, tenez-vous bien, $180, et c'est même pas fait avec de la farine de sarrasin. Non. No comment. Sacrilège. On connaissait la fuite des ingénieurs français à l'étranger, voici la fuite des artisans crêpiers. Oh, écoutez, le blé noir ou rien, quoi. Ouais. Bon, merci à tous, merci de nous avoir suivis. Vive les crêpes, à demain 20h05. Tchuss. Et pour se quitter, en hommage à Dolly Parton, la pétroleuse féministe et chanteuse des country inoubliable Jolene. Elle est morte hier, à 80 ans.